Rebonjour tout le monde. Nous allons continuer sur le programme. On va passer maintenant à la séance numéro 7, endocrinologie, diabète, métabolisme. Et nous reprenons le sujet du diabète type 1 tardif, appelé communément LADA, que va nous présenter Dr Kenza Ben Omar, que vous connaissez tous et que je n'ai pas besoin de présenter. Je lui cède la parole tout de suite. À vous, Sada. Merci beaucoup, Dr Aïtali. Bonjour à tout le monde. On va effectivement aujourd'hui discuter du diabète de type 1 tardif, le LADA, et on va voir un peu quelles sont les particularités diagnostiques du LADA en termes de diagnostic et de prise en charge thérapeutique. Alors, juste pour que vous compreniez un petit peu le diabète et les types de diabète, on a bien sûr le diabète de type 1 auto-immun classique, nous avons le diabète de type 2 secondaire au surpoids et à l'obésité, et puis nous avons d'autres diabètes, le diabète maudit, les défauts génétiques de l'action de l'insuline, les diabètes secondaires à des pancréatopathies ou des endocrinopathies, et puis les diabètes secondaires aux médicaments, aux infections. Mais entre le diabète de type 1 auto-immun et le diabète de type 2, se voit le diabète 1,5, le diabète qui n'est ni type 1 ni type 2, et qui est communément appelé LADA, et on va voir quelles sont ses particularités. Donc, juste pour que vous sachiez un petit peu, le diabète LADA, c'est un diabète qui va vraiment se voir et porter des difficultés diagnostiques en termes de profil patient, mais aussi en termes de difficultés de prise en charge, puisque c'est souvent des patients où on ne sait pas vraiment comment les classer, et on va voir quelles sont les particularités diagnostiques. Alors, donc, c'est important pour pouvoir traiter ces patients de manière, on va dire, assez adaptée. Il faut les identifier, il faut améliorer le diagnostic et bien sûr individualiser le traitement. Alors, quelle est la problématique posée par le LADA? D'abord, c'est une forme de diabète de type 1 avec une présence d'anticorps positifs, une insulinopénie par destruction lente des cellules bêta de manière progressive, un diagnostic parfois à tort comme un diabète de type 2 en raison de l'âge qui est supérieur à 30 ans, et puis surtout l'installation progressive par rapport à un type 1 auto-immun. C'est un schéma thérapeutique qui va porter problème puisque, comme c'est des patients qui vont être entre les deux, se pose la question parfois des antidiabétiques oraux, parfois l'insuline ou mix des deux, et justement quels sont les profils patients pour lesquels on va plutôt traiter par antidiabétique oral et quels sont lesquels on va pouvoir traiter par insulinothérapie. Enfin, se pose la question de comment préserver le stock pancréatique puisque c'est un diabète de type 1 lent, donc avec préservation des cellules bêta, et donc comment essayer de préserver le plus longtemps possible ces cellules bêta. Alors, les particularités diagnostiques du LADA, c'est un début de la maladie souvent après 30 ans, donc chez l'adulte jeune, avec surtout, et ça c'est quelque chose qui confirme le LADA, qui doit être obligatoirement présent dans le LADA, c'est qu'il a des anticorps anti-GAD souvent positifs, donc c'est des anticorps destructeurs des cellules bêta, mais surtout les anticorps anti-GAD. C'est une installation progressive différente du caractère brutal du diabète de type 1. C'est souvent une cétose inaugurale dans 23%, des antécédents familiaux de diabète de type 2 dans 27%, un IMC plus bas que le diabète de type 2 avec une perte de poids rapide, ce qui va le différencier d'un diabète de type 2, mais aussi le différencier d'un diabète de type 1, et surtout, parfois, l'absence de réponse au traitement standard d'un diabétique de type 2. Donc, vu que c'est un diabète de type 1 lent, d'installation progressive, parfois l'insulinothérapie n'est pas nécessaire dans les 6 premiers mois, puisque pendant ce temps-là, il y a encore une préservation des cellules bêta. Alors, c'est une particularité auto-immune avec un âge de déclenchement de la maladie qui va être plutôt après 30 ans et qui va se décaler du diabète de type 1, puisque vous savez que dans le diabète de type 1, c'est souvent beaucoup plus jeune, avec aujourd'hui une particularité chez les enfants de moins de 4 ans, et une augmentation des enfants diabétiques. Aujourd'hui, on est à 70 000 enfants, moins de 15 ans par an. Alors, pour le diabète de type 1, vous savez que l'auto-immunité joue un rôle important. C'est tout ce qui est gène d'histocompatibilité, mais aussi l'environnement. Et c'est souvent cette physiopathologie complexe
qu'on a aujourd'hui encore du mal à comprendre et à vraiment savoir quelle est l'origine d'un diabète de type 1. Et donc c'est vraiment d'un côté l'histocompatibilité et la génétique, de l'autre côté l'environnement en termes de virus, d'agents toxiques. Et donc vous le savez, durant la Covid-19, on a eu pas mal d'identifications de diabète de type 1, que ce soit chez l'adulte jeune ou l'enfant, liées sûrement à cette aura immunologique créée par le virus. Alors la physiopathologie du diabète de type 1, je la reprends parce que le diabète de type 1 lent reprend un petit peu la physiopathologie du type 1 auto-immun. C'est donc des facteurs génétiques souvent identifiés comme HLA-DR3 et DR4, des facteurs environnementaux, notamment donc les infections virales, la Coxsackie, la rubéole. Cette réponse auto-immune va faire que la cellule bêta va être attaquée par les anticorps, et puis cette destruction va créer ce qu'on appelle une insulite, une inflammation de ces cellules bêta, qui va créer au bout de plusieurs, on va dire, années, voire mois, en fonction du patient, d'une destruction quasi de 90% des cellules sécrétrices d'insuline, responsables de la symptomatologie du diabète de type 1. Alors si on reprend un peu plus complexe la physiopathologie, quand on a un virus, il va être présenté aux cellules lymphatiques pancréatiques par les cellules T, donc généralement c'est les cellules T qui présentent l'antigène. Et qu'est-ce qui va se passer? On a ce qu'on appelle les cellules T régulatrices qui vont normalement faire que tous les antigènes qui sont présentés à une cellule du soi vont être détruits. Par contre, parfois, cette non-intervention ou ce défaut de tolérance de la cellule régulatrice va faire qu'on va attaquer le soi et donc on va créer la maladie auto-immune et donc l'insulite. Quand on fait la napate de ces cellules, on va voir vraiment une destruction avec une péri-insulite et une insulite sévère qui va créer ensuite une destruction totale de la cellule bêta et donc l'insulinopénie relative. Donc, la physiopathologie complexe, une balance de régulation avec une pathogénie montrant l'influence des gènes et des facteurs environnementaux qui contrôlent l'immunité. D'un côté, une dysrégulation en termes d'immunité, en termes de facteurs génétiques. Et puis on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de gènes qui ont été reproduits, le CTLA4, le CDA25, l'HLA, notamment DR3 et DR4. Et puis en termes de facteurs environnementaux, la vitamine D par exemple, l'allaitement maternel, l'exposition au soleil, et puis surtout les microbes, notamment les microbes qui ont été retrouvés dans le diabète de type 1, le Coxsackie, la rubéole et aujourd'hui la Covid-19. Alors, en termes d'anticorps, vous savez que généralement, ces anticorps qui sont destructeurs de la cellule bêta sont associés à la survenue d'un diabète de type 1 auto-immun. Donc, regardez ici une cellule pancréatique. Les GAD, ce sont ces antigènes où on va avoir à la surface de la cellule pancréatique qui vont être attaqués par les anticorps. Nous avons également les IA2, nous avons les 6CA. Mais dans le LADA, la particularité, c'est qu'il y a une grosse sensibilité des GAD dans le LADA. Et donc, du coup, quand vous avez un patient, on va dire adulte jeune, de plus de 30 ans, où il y a une présence d'anticorps anti-GAD positifs et à une symptomatologie qui correspond à un diabète de type 1 sans qu'il y ait la brutalité, c'est souvent un LADA. Et donc, regardez un petit peu, si on fait pour les ENT8 et les IA2, ils sont aussi associés, donc les GAD en priorité, les ENT8 et ensuite les IA2. Alors, on va parler d'une patiente de 43 ans qui consulte pour une soif, miction nocturne, fatigue, vertige et vision floue. Elle a comme antécédent une thyroïdite d'Hashimoto chez la maman et un diabète de type 2 chez la tante maternelle. À l'examen, vous notez un poids à 50 kg pour une taille à 1,60 m. Elle a perdu 12 kg en 5 mois. Elle a une glycémie à 3,83 g. Elle n'était pas connue diabétique. Et à la BU, il n'y a pas de cétonurie. Donc, en fait, quand vous voyez la patiente, elle a 43 ans. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un âge, généralement, ou un diagnostic, un type 1. Mais tout de même, la symptomatologie avec le syndrome polyuropolydipsique, l'amaigrissement, qui correspond au profil patient type 1, et l'absence de cétose inaugurale va vous faire penser tout de même à un diagnostic de diabète de type 1. Et comme l'âge n'est pas
correspondant, c'est possible que ça soit un type 1 lent, donc probablement un LADA. Et donc votre bilan va quand même comporter obligatoirement, quand ces profils se présentent de la sorte, des anticorps anti-GAD, bien sûr une hémoglobine glyquée. Parfois le peptide C peut être intéressant parce que ça vous donne la réserve endogène de la cellule bêta. Et puis, comme elle a une thyroïdite Hashimoto chez la maman et qui a un contexte peut-être auto-immun, une TSH. Alors quel est le traitement adapté de ces patients? Donc, ce qui a été démontré, alors je ne veux pas vous détailler la littérature, mais le meilleur traitement dans l'ADA, en général, on n'a pas de recommandation, et c'est ça qui fait la difficulté de la prise en charge. Aujourd'hui, l'ADA, l'EASD nous donne des recommandations de prise en charge de type 1 qui sont très standardisées, c'est l'insulinothérapie, la prise en charge du diabète de type 2 par les ADO en fonction du profil patient, mais dans l'ADA, on n'a pas de bonnes recommandations, donc en tout cas, on n'a pas des choses qui sont standardisées. Donc aujourd'hui, quand vous voyez un petit peu ce qui a été conclu dans les méta-analyses, dans les revues de la littérature, on dit qu'en fait, il n'y a pas de meilleur traitement et on fait en fonction de chaque patient. Et donc, vraiment, quel est le meilleur traitement? Ça dépend du profil patient. Possibilité d'antidiabétique oral en début de prise en charge, si et seulement si le taux d'anticorps anti-GAD est faible, si le taux d'hémoglobine glyquée est faible, c'est-à-dire un patient que vous voyez peut-être au début de la maladie, avec des hémoglobines glyquées en dessous de 10%, un peptide C confortable. Bien sûr que si la réserve pancréatique est présente et confortable, vous avez la possibilité d'utiliser des antidiabétiques oraux qui vont passer par l'insulinosécrétion. Alors, on a pas mal d'études qui ont été faites sur les inhibiteurs de la DPP4 et les sulfamides qui ont montré une bonne réponse des patients à ces traitements, mais bien sûr, mettez-vous à l'esprit que quand c'est insuffisant, quand cela ne marche pas, un schéma d'insulinothérapie est nécessaire, de type basal d'abord, puis peut-être basal plus ou basal bolus. Parce que, rappelez-vous, on va mimer la physiologie pancréatique, l'insulinothérapie basale va être mise en place pour essayer d'améliorer toutes les glycémies et baisser le delta glycémique. Et puis, quand on veut mimer la physiopathologie et la physiologie pancréatique complète, on va peut-être passer par des rapides au repas afin d'améliorer les GPP. Donc, chez cette patiente, vous avez mis en place un schéma insulinique de type basal-bolus, avec un analogue basal le soir à 21h, donc entre 20 et 22h, un analogue rapide au petit déjeuner, et puis elle a été formée aux règles de l'ITF quand c'est possible. Donc, souvent, dans le LADA, à la différence du type 1 auto-immun, vous avez des ratios de bolus le matin, le midi et le soir qui sont plus bas que dans le type 1 standard. Donc, si vous voulez faire la comparaison, forcément, vous allez avoir des doses plus basses. Et quand pour un type 1, on est à 2 unités par 10 grammes le matin, 1 unité par 10 grammes le midi et 1,5 le soir, pour un LADA, on est plutôt à 1,5 le matin, 0,8 unités par 10 grammes le midi, et 1 unité par 10 grammes le soir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut équilibrer les patients, il faut essayer de mettre en place un traitement insulinique quand il le faut pour essayer d'éviter les complications, parce que le type 1 LADA, en tout cas le diabète latent, va quand même se comporter en termes de complications comme un type 1. Et donc, il va faire en sorte d'avoir des complications microangiopathiques. Et on sait, et ça c'était les études phares dans le diabète de type 1, c'était le DCCT et EDI qui montraient que dans les schémas, on va dire conventionnels versus intensifs, on avait une amélioration des complications microangiopathiques avec une diminution de risque de rétinopathie de l'ordre de 54 à 76%, de microalbuminurie de l'ordre de 39% et de risque de neuropathie de l'ordre de 60%. Donc il est clair qu'il faut améliorer nos patients. Comme je vous ai expliqué, pour les patients à anticorps faibles, hémoglobine glyquée faible, peptide C confortable, on peut utiliser des ADO, mais quand vous voyez que ça ne marche pas ou que les patients vont avoir des difficultés à équilibrer leur diabète, il faut passer par de l'insuline. Alors, quels sont les objectifs en termes d'hémoglobine glyquée? Les mêmes que pour un type 1, c'est-à-dire moins de 7% pour les patients de moins de 25 ans, alors qui ont une compréhension et un bon management de leur diabète de type 1, moins de 7,5% si le risque d'hypoglycémie est élevé, si le patient est incapable ou d'exprimer ou ressentir les hypoglycémies, les patients à glycation élevée ou si les patients n'ont pas accès aux analogues de l'insuline. Alors vous savez très bien que parfois, malheureusement,
on ne peut pas mettre des analogues, on va mettre de la NPH ou des insulines humaines quand les patients n'ont pas les moyens. Alors là, on va augmenter l'objectif à 7,5 parce que sinon, on va faire en sorte que le patient va faire beaucoup d'hypoglycémie. Alors, moins de 6,5 pourrait être plus approprié si atteignable sans hypoglycémie. En termes d'objectifs glycémiques, en fonction de l'hémoglobine glyquée, vous allez avoir pour les patients, on va dire communs des mortels, 7%, une glycémie à jeun entre 0,70 et 1,30, une glycémie postprandiale entre 0,90 et 1,80 et en début de nuit entre 0,80 et 1,40. Alors maintenant, comment optimiser la prise en charge d'un diabète de type 1 lent qui va se comporter, on va dire, en termes d'insulinodéficience au long cours comme un diabète de type 1 c'est sûr que le développement de l'insuline avec l'amélioration aujourd'hui et la mise sur le marché d'insuline nouvelle génération va faire qu'on optimise de mieux en mieux nos patients et on améliore leur qualité de vie. Alors, vous voyez qu'avant les années 2000, on n'avait pas le choix. Nous n'avions pas d'insuline analogue et on n'avait que des prémixés ou des insulines humaines. Mais aujourd'hui, on avait, depuis les années 2000, l'analogue lent, mais surtout, depuis l'année 2018, des analogues même ultra lents. Nous avons 2 types sur le marché aujourd'hui, les glargine U300, qui ont un profil d'action beaucoup plus plat que la glargine U100, mais aussi de l'insuline Degludec, qui a une demi-vie plus longue, une amélioration de l'équilibre glycémique, de la variabilité et moindre hypoglycémie. Donc pour ces diabètes de type 1 lent, avec des peptides C qui commencent à s'effondrer, souvent c'est des patients qui sont très bons candidats pour des insulines de 2e génération, puisqu'ils vont vraiment avoir une grande variabilité glycémique. Moins vous avez de peptides C, plus vous allez avoir un diabète instable. Moins vous allez avoir une balance entre le glucagon et l'insuline. Dans une voiture, on ne peut pas accélérer et ne pas freiner. C'est exactement pareil pour un pancréas. Il vous faut l'insuline et le glucagon. Donc, quand vous avez des peptides C effondrés, vous avez souvent des balances entre le glucagon et l'insuline effondrée, et donc forcément une grande variabilité glycémique. C'est des patients très bons candidats pour la 2e génération. Alors maintenant, la question qui se pose dans le type 1 lent, c'est comment garder ce type 1 le plus lent possible. Comment garder et préserver la cellule bêta au maximum pour que mon patient n'ait pas, on va dire, un schéma qui soit contraignant en termes de basal bolus. Alors aujourd'hui, nous avons pas mal d'études qui se font et on a eu même des investigations sur l'analogue du GLP1, l'inhibiteur de la DPP4. C'est en cours, mais aussi on a aujourd'hui des pistes par rapport à l'utilisation de ces molécules pour essayer d'éviter l'apoptose de cellules bêta. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on veut préserver des cellules bêta, il faut les mettre dans un environnement non toxique. Et la seule manière pour les mettre dans un environnement non toxique, c'est de les garder en euglycémie et ne pas les mettre en glucotoxicité et lipotoxicité. C'est ce qu'on appelle la mémoire glycémique, mais aussi vraiment connue sur l'apoptose de la cellule bêta. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de différence, malheureusement, sur la préservation des cellules bêta entre les 2 groupes. Là, c'était une étude qui utilisait les sulfamides et l'inhibiteur de la DPP4. Mais comme je vous dis, ce qu'on a en notre moyen aujourd'hui, c'est de préserver la cellule bêta en la mettant dans un environnement le moins toxique possible, c'est-à-dire préserver une hémoglobine glyquée. Dès que possible, quand on ne peut plus utiliser un ADO dans le début du LADA, il faut utiliser l'insuline. Donc ce n'est pas facile, le LADA, c'est un faux diabète de type 2 ou un vrai diabète de type 1. La programmation de la cellule bêta n'est peut-être pas pour demain, donc la route est droite mais la pente est forte et aujourd'hui on a vraiment des difficultés de diagnostic et de prise en charge de ces patients. Mais si on doit vraiment identifier les règles d'or dans le LADA, d'abord faire les GAD si on a une suspicion de diagnostic chez un adulte jeune, faire vraiment les anticorps, même on peut aller jusqu'au peptide C quand cela est possible. La règle numéro 2, c'est que quand on sort d'instabilité de l'hémoglobine glyquée, il faut passer à l'insuline. D'abord une basale, parfois en association à un sulfamide, ça marche très bien dans le LADA parce que ça stimule l'insulinosécrétion, mais rapidement peut-être un basal plus ou un basal bolus. En 3e, privilégier les insulines basales de 2e génération, je vous ai expliqué pourquoi. C'est des patients qui ont une grande variabilité et donc des bons candidats pour la 2e génération. Et parfois, c'est une association possible aux ADO, donc ce n'est pas, c'est pas une erreur d'utiliser des ADO dans le LADA
quand le stock pancréatique est présent. Je vous remercie pour votre attention. On laisse les questions jusqu'à la fin. Alors, bienvenue avec nous, docteur Kenza Ben Omar. À titre d'information, j'ai rencontré, je dirais, professeur Kenza Ben Omar et non docteur Kenza Ben Omar. On l'a rencontré hier très tard le soir, vers 1h du matin. Elle a déjà animé une table ronde à Casablanca. Elle est venue en voiture. C'est ce genre de personne qui mérite d'être appelé professeur. On la félicite pour sa qualité de partage. J'ai une question, professeur. Vous avez dit que le LADA arrive souvent aux gens qui dépassent 30 ans. Cependant, pour les recommandations, on a vu qu'il y a des recommandations moins pour les gens qui sont inférieurs à 25 ans. Ça veut dire qu'il faut toujours garder à l'esprit que ça peut, c'est ce que je comprends, que ça peut arriver pour les gens de 24 ans ou 25 ans. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en dessous de 30 ans, vous n'avez pas de mal à penser à un diabète auto-immun parce qu'en dessous de 30 ans, on a quand même à l'esprit que ça peut être un diabète de type 1. Mais ce qui est difficile dans nos diagnostics, c'est qu'après 30 ans, on a souvent, on va dire de manière sous-corticale, plus l'habitude de penser à un diabète de type 2, surtout que l'ADA est vraiment un diabète entre les deux. Vous avez parfois des patients qui étaient obèses, ou là en surpoids, qui vont perdre un peu de poids. C'est des patients qui vont faire un syndrome polyrhopolydipsique, mais avec 3 grammes, 54 grammes, ça paraît logique. C'est des patients qui ont des antécédents familiaux de diabète de type 2, alors qu'au contraire, un type 1 n'a pas d'antécédent familial. Donc c'est vraiment des diagnostics difficiles qui portent défaut, et c'est pour cela que je pense qu'il ne faut pas hésiter dans ces cas. Ce n'est pas cher payé de faire une fois dans sa vie des anticorps anti-GAD, parce que vraiment, vous allez changer la prise en charge de vos patients. Et je pense que ça vous arrive tous de voir des patients 5 ans, 7 ans après, avec des mauvais diagnostics et qui ont été malheureusement maltraités. Ma question, professeur, est un petit peu pratique. C'est-à-dire, c'est un patient qui arrive chez moi au cabinet, qui a 30 ans. Il me dit en tableau clinique, il a maigri 12 kilos, il est en cétose diabétique. Pour moi, c'est sûr, ce n'est pas un diabète type 2. Ouais. D'accord. Là, j'hésite entre le LADA, parce qu'il dépasse les 30 ans, il a 32 ans, ou un diabète type 1. Il est à la limite, il a 30 ans. Il est chez moi, il n'a pas de bilan, il n'a pas de GAD pour dire que les GAD 600 minimes, c'est un LADA. Je veux lui prescrire de l'insuline parce qu'il est en acétonurie. Vous avez raison. Et parce que c'est cétose. Là, ma question, c'est que je vais lui prescrire l'insuline à quelle dose, du moment que je suis hésitant, est-ce un type 1, est-ce un LADA, sur le tas, avant de lui demander le bilan. Alors en consultation, pour être sûr, quand ce patient vient chez vous et se présente au cabinet, il faut qu'il sorte avec une ordonnance d'insuline. C'est sûr que c'est plus prudent de lui mettre de l'insuline que de lui mettre des ADO et qu'il se retrouve en cétose 4 jours après. Donc il faut lui mettre de l'insuline, basale au moins, vous allez couvrir au moins le nictémère, et vous allez utiliser l'insuline si vous n'avez pas. Alors si vous avez une hémoglobine glyquée, c'est plus simple. En fonction de son hémoglobine glyquée, vous allez être plutôt entre 0,2 et 0,3 unités kilo. Si par contre vous n'avez pas d'hémoglobine glyquée, en fonction de sa glycémie au cabinet, vous êtes au-dessus de 3 grammes, 4 grammes, vous pouvez commencer à 16 unités d'insuline, donc c'est du 0,25, 0,3 unités sans problème. D'accord ? Souvent ces patients en hyperglycémie, d'abord, ne vont pas vous faire des hypoglycémies en début du traitement, parce qu'ils sont en glucotoxicité. L'insuline, et même s'ils sont plus sensibles à l'insuline, ça va avoir du temps pour qu'elle commence à être plus efficace que quand c'est des patients qui n'ont pas été en glucotoxicité. Donc commencez par une insuline basale, entre 0,2 et 0,3 unités kilo, et puis vous demandez le reste du bilan, un peptide C, une hémoglobine glyquée et des anticorps anti-GAD. Les anticorps vont avoir du temps à revenir, 10-15 jours parfois, et donc en attendant, ils restent sous insuline. Si vous retrouvez après des GAD positifs, mais un peptide C confortable, ça vous confirme le LADA, et donc à ce moment-là, vous pouvez commencer à baisser l'insuline, et parfois, c'est des patients, pendant les premiers mois, voire quelques années, moi j'ai des patients, et j'ai en tête un patient que je viens de revoir avant-hier, il est encore avec des ADO seuls, alors qu'il a des GAD positifs, et un peptide C encore qu'on fait tous les ans, encore confortable. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, juste avant que la question arrive... Alors, une autre question.
On va laisser passer la question. Et puis... Bonjour. S'il vous plaît, pour l'insuline rapide chez le diabétique type 1, est-ce qu'on peut calculer les unités selon la quantité de glucides dans chaque repas? Si oui, comment? C'est ce que je vous ai montré, effectivement. C'est ce qu'on appelle l'ITF, l'insulinothérapie fonctionnelle. Et c'est ça que je vous ai donné, les ratios. Je vous ai dit que dans le LADA, c'est 1,5 unités par 10 grammes le matin, 0,8 unités par 10 grammes le midi et 1 unité par 10 grammes le soir. Ça, c'est des ratios standardisés. Ce ne sont pas des recommandations, mais c'est des standardisés selon l'expérience des équipes qui sont expertes en ITF. Comment calculer? On a aujourd'hui des glucocompteurs, on a des logiciels qui calculent, mais si vous voulez faire un peu rapidement, ben c'est ce qui vous donne les glucides, c'est soit les glucides rapides, soit les glucides lents. Les protéines et légumes ne vous donnent pas de glucides, donc vous calculez le pain, moitié c'est du sucre. Si vous voulez, par exemple, le matin au petit-déj, vous demandez combien il mange de pain, votre patient. Il vous dit qu'il mange 100 grammes de pain. Ça fait 50 grammes de glucides. Il vous dit qu'il mange, je ne sais pas, il boit du thé sans sucre, donc ça compte rien. Qu'il prend un yaourt, ça y a 10 grammes de sucre. Vous calculez 10 grammes plus 50, ça fait 60, fois 1,5. Je suis nulle en maths, mais ça fait 9 unités, je pense. Donc ça fait 9 unités le matin. Tout à fait. En fait, moi, ce que je voulais relever, c'est que l'appellation de diabète 1,5 simplifie beaucoup de choses. Ça simplifie d'abord la conduite à tenir, ça simplifie aussi le calcul de l'insulinosensibilité et donc des doses que vous venez d'expliquer. Donc en fait, la conclusion, c'est que c'est un diabète intermédiaire et que cette position va mettre la lumière sur la conduite pratique et la posologie à adopter. Il y a Dr Bontouel qui a une question, je vais lui poser la... Merci, professeur Kenzame Omar, pour cet exposé. Ma question, faut-il pas commencer par les antidiabétiques oraux devant un LADA récemment diagnostiqué pour au moins préserver les cellules bêta? Je vous ai montré tout à l'heure, aujourd'hui, on n'a pas de baisse traitement. Toutes les études de la littérature ne montrent pas de baisse traitement. Il n'y a pas. Les recommandations sont claires là-dessus. Et ce que vous faites, c'est en fonction du profil patient. Vous avez des patients qui sont très hyperglycémiques, 3 grammes, 4 grammes. De toute façon, ces patients-là, rappelez-vous, même s'ils étaient type 2, vous allez peut-être débuter par l'insuline pour préserver la cellule bêta. Parce que vous allez être plus, on va dire, moins cytotoxique sur la cellule. Maintenant, si vous avez des patients à 2 grammes, 1,80 à jeun, pour lesquels vous pensez à un type 1 lent, mais qui ne sont pas en situation hyperglycémique majeure, pas de syndrome polyuropolydipsique majeur, là vous pouvez commencer par des ADO. Le chef de file qui marche très bien, c'est le sulfamide. Mais ça n'a pas montré, je vous ai dit, je vais montrer les bras, ça n'a pas montré de plus ou de moindre préservation de la cellule bêta. Oui, merci. Aussi, s'il vous plaît, une précision. Pourquoi on dose le peptide C et on ne dose pas l'insuline? Parce que le peptide C, d'abord, ne dépend d'aucun élément exogène, parce que vous allez utiliser quelque chose qui est vraiment le stock endogène pancréatique, et surtout, la meilleure raison, c'est que quand vous mettez l'insuline en injection, vous ne pouvez plus utiliser l'insulinémie, puisque vous allez doser l'insuline que vous allez donner au patient. Alors que le peptide C, c'est typiquement votre production d'insuline endogène. Rappelez-vous, chaque molécule d'insuline qui a été formée est tronquée en pro-insuline et peptide C. Et donc, vous n'avez pas de biais, de confusion par l'insuline qui a été donnée par l'exogène. D'autres questions? Bon, je pense qu'on va passer à la séance. Merci beaucoup.